Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Léo Pichon, je suis membre de l'UMR-ITAP et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui s'intitule Vers une cartographie régionale de l'état hydrique de la vigne basée sur des observations collaboratives. Euh, donc, tout d'abord, qui je suis, d'où je vous parle. Donc, moi, je suis maître de conférence à l'Institut Agro Montpellier et je fais mes enseignements principalement dans le cadre de la formation agrotique sur des sujets autour du numérique en agriculture. Et je fais mes recherches sur la viticulture de précision et sur le crowdsourcing en agriculture. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de crowdsourcing en agriculture. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez compris ce qu'est le crowdsourcing en agriculture. Tous les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui ils sont issus d'un article qu'on a publié dans une revue qui s'appelle ENO1 et tous les articles de ENO1 sont disponibles gratuitement en ligne et j'ai notamment cité les collègues qui ont contribué à la réalisation de ce travail. Voilà, donc pour commencer, quelques éléments de contexte. Le suivi de l'état hydrique de la vigne, c'est un enjeu fort et on le sait tous à l'échelle parcellaire, puisque l'état hydrique de la vigne a une influence sur la croissance végétative d'une part, sur le rendement aussi bien sûr, et puis sur la qualité de la vendange. Donc c'est un enjeu fort à l'échelle parcellaire. Mais c'est aussi un enjeu fort à l'échelle régionale. Notamment, il a été montré que le suivi de l'état hydrique de la vigne était l'état hydrique de la vigne, pardon, était un des déterminants principaux de l'effet terroir. C'est aussi important de suivre l'état hydrique quand on veut suivre les effets du changement climatique et l'adaptation de la vigne à l'échelle régionale à ce changement climatique. Et puis, c'est aussi un enjeu fort quand on veut partager une ressource et quand on veut s'organiser collectivement pour le partage de cette ressource. Malheureusement, donc cet enjeu, il est fort, suivre l'état hydrique à l'échelle régionale. Malheureusement, on a assez peu d'outils qui permettent de faire un suivi à l'échelle régionale. En fait, il en existe deux. Le premier, c'est l'utilisation de modèles mécanistes, donc modèle de bilan hydrique, par exemple. Ici, j'ai représenté le modèle Wallis avec un exemple d'une plateforme en Pays de la Loire qui s'appelle iTerroir, qui permet, à partir de données météorologiques, modélisation du fonctionnement de la plante, de faire une estimation de l'état hydrique à l'échelle régionale. Ça, c'est la première approche qui existe. Puis la deuxième approche, c'est une approche de télédétection, où on va faire des images à partir de drones, de satellites, d'avions, et à partir de ça, essayer d'estimer l'état hydrique de la vigne. Le problème de ces deux approches, c'est qu'elles ne sont pas basées sur des mesures en parcelles et qu'elles nécessitent de faire des hypothèses qui sont des hypothèses fortes. Euh, et donc, le constat des travaux qu'on a menés, c'est que la collecte collaborative d'observation peut offrir des opportunités pour faire un suivi d'une grandeur agronomique à l'échelle régionale. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être je peux vous donner quelques éléments sur ce que moi j'entends ce qu'on entend par la collecte collaborative d'observation. En anglais, on parle de crowdsourcing. Donc, Brabant, en 2008, définissait le crowdsourcing en disant que c'est le fait de réaliser une tâche complexe. Donc là, nous, la tâche complexe à laquelle on s'attelle, c'est le fait de collecter des observations à l'échelle parcellaire, au niveau parcellaire, mais à l'échelle régionale. Donc, c'est une tâche particulièrement complexe. Et on le fait en s'appuyant sur une communauté de contributeurs. Donc, dans notre cas, la communauté de contributeurs, c'est des viticulteurs, des conseillers viticoles, qui, eux, vont réaliser des tâches qui sont des tâches unitaires qui sont relativement simples. Dans notre cas, ça va être le fait de collecter des observations à l'échelle parcellaire. Donc, la question qu'on s'est posée dans ces travaux, c'est est-ce qu'il est possible de suivre l'état hydrique de la vigne à l'échelle régionale à partir d'observations collaboratives, à partir de crowdsourcing avec la définition que je viens de vous donner. Donc, pour ça, on a choisi une zone d'étude qui est basée dans le sud de la France. En fait, on a choisi deux zones d'études. Une zone qu'on a appelée la Grande Région qui correspond à l'ouest aux Pyrénées-Orientales jusqu'à l'est le Var et tout l'arc méditerranéen au sud et jusqu'à la Drôme et l'Ardèche au nord. Donc ça, c'est pour ce qu'on va appeler dans cette présentation, ce que je vais appeler la Grande Région. Puis on a aussi défini une autre échelle régionale un peu plus petite qui correspond au vignoble de Côtes-du-Rhône et des Costières de Nîmes. Ouais, on a défini une zone de 5 km autour des zones d'appellation de ces deux appellations. Donc, on a défini deux régions à des échelles régionales qui sont différentes. On a choisi ces régions parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de vignobles, voilà, vous le savez. J'ai représenté ici les vignobles d'appellation contrôlée. Alors, on retrouve bien sûr les vignobles du Roussillon, du Languedoc, la vallée du Rhône, de Provence. Donc, c'est des régions dans lesquelles il y a beaucoup de vignes,
Et puis, c'est des régions aussi qui sont en climat méditerranéen. Donc, j'ai représenté ici un indicateur qui permet de, de représenter les conséquences du climat méditerranéen. C'est qu'on a un déficit hydrique qui est chronique. Donc, j'ai représenté ici un bilan hydrique climatique, qui est les précipitations moins l'évapotranspiration. Donc, on pourrait dire un bilan, les entrées d'eau moins les sorties d'eau, en faisant plein de simplifications, mais ça permet d'avoir une idée. Et j'ai sommé ça sur l'ensemble de la période végétative. Et on observe qu'on a des gros déficits hydriques, parce qu'on est à 800 mm, par exemple, sur le pourtour méditerranéen sur l'année 2019. Donc, c'est un déficit qui est important et qui est chronique, puisqu'on le retrouve chaque année avec des variations interannuelles, bien sûr. Donc ici, j'ai représenté les différentes années, notamment l'année 2022, avec une contrainte hydrique qui était particulièrement forte dans cette région. Voilà, donc c'est des régions dans lesquelles il y a beaucoup de vignes et dans lesquelles le suivi de l'état hydrique, enfin, il y a une contrainte hydrique qui est forte, et donc le suivi de l'état hydrique de la vigne est un enjeu important. Donc, c'est des régions qui nous ont paru pertinentes d'étudier pour répondre à la question qu'on s'est posée. Voilà, et donc, une fois qu'on avait défini la zone d'étude, la question c'était comment on fait pour collecter des observations collaboratives. Et donc, pour ça, on s'est appuyé sur un projet qui s'appelle le projet Apex Vigne, qu'on a mis en place pour répondre à cette étude. Il s'appuie pour ça sur une application mobile qui s'appelle elle aussi l'application Apex Vigne. Alors, elle est disponible gratuitement. Vous pouvez la trouver sur le store Android. Actuellement, on a un souci, elle n'est pas disponible sur le store iOS, mais elle le sera pour la saison prochaine. Et puis, vous pouvez aussi, si vous êtes sur Android, la télécharger à l'adresse qui est représentée ici. Cette application, elle est très simple. Elle permet en fait de mettre en œuvre une méthode d'estimation de l'état hydrique de la vigne qui s'appelle la méthode des APEX, qui a en fait été développée par la Chambre d'agriculture de l'Hérault historiquement. Et le principe de cette méthode est assez simple, c'est de se dire mesurer l'état hydrique de la vigne, c'est compliqué. Par contre, mesurer la croissance végétative, c'est relativement simple. Et comme la croissance végétative est une des premières fonctions physiologiques qui est affectée par la contrainte hydrique, on va faire une hypothèse, qui est quand même une hypothèse forte, hein, c'est qu'en mesurant la croissance végétative, la contrainte hydrique est le facteur limitant de cette croissance végétative. Donc, si on mesure la croissance végétative, on est capable d'estimer l'état hydrique de la vigne. Voilà. Donc, l'application Apex Vigne, elle est vraiment toute bête. Elle permet juste d'estimer la croissance végétative avec une méthode simple qui est d'observer 50 APEX et de les classer en 3 classes. Est-ce que l'APEX est en pleine croissance, en croissance ralentie ou en croissance arrêtée? Et chaque fois qu'on observe un APEX, on clique sur un des 3 gros boutons de l'application. Et l'application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste une moyenne toute simple. Elle donne une note de 1 aux APEX en pleine croissance, 0,5 aux APEX en croissance ralentie et 0 aux APEX en croissance arrêtée. Elle calcule un indice qui s'appelle l'indice de croissance d'APEX, IC-APEX ici. Et en fait, cet indice, il varie de 1, tous les APEX sont en pleine croissance, à 0 au cours de la saison. Et il a été montré, notamment avec des travaux de l'IFV, qu'à partir de cet indice de croissance d'APEX, on était capable de faire une estimation, non pas du niveau de contrainte hydrique, mais de la classe de contrainte hydrique, en disant la parcelle qui a telle valeur d'indice de croissance d'APEX est en contrainte hydrique modérée, par exemple, ou contrainte hydrique forte. Donc, dans le cas de l'application Apex Vigne, le levier qu'on active pour collecter des observations collaboratives, c'est une motivation qu'on va appeler égoïste. C'est-à-dire que le contributeur, le viticulteur, le conseiller, il utilise l'application non pas pour participer au projet collectif, mais pour répondre à une question individuelle, la question à l'échelle de sa parcelle, qui est de dire quel est le niveau de contrainte hydrique à l'échelle de ma parcelle. Et là où c'est intéressant pour la collecte collaborative d'observations, c'est que comme ces observations sont collectées avec un smartphone, elles sont géoréférencées et puis elles sont aussi facilement connectées à Internet. Donc, on peut centraliser l'ensemble de ces observations sur une base de données. Et c'est cette base de données dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a permis de collecter en fait des observations qu'on va appeler collaboratives à l'échelle régionale. Voilà, donc la question qu'on se pose une fois que je vous ai présenté ça, c'est de savoir est-ce que ça a marché, combien d'observations on a pu collecter. Donc, si on regarde sur les différentes saisons sur lesquelles on a mis en place l'expérimentation, qui est toujours en cours d'ailleurs, en 2019, on a collecté sur la grande région de la zone d'études que je vous ai présentée, à peu près 2000 observations, à peu près la même chose en 2020.
un petit peu moins en 2021, qui était une année un peu moins sèche, et puis beaucoup plus en 2022, qui était une année plus sèche, et voilà, 4000 en 2022 et 2500 à peu près en 2023. Les chiffres de 2023 s'expliquent principalement parce qu'on a, à mon sens, eu un problème avec l'application iOS qui a fait qu'on a eu moins d'utilisateurs en fait, sur l'année 2023, mais ça devrait être résolu pour 2024. Voilà, donc la conclusion que nous on tire de ça, c'est que globalement, ça marche. C'est-à-dire que les viticulteurs et les conseillers viticoles, ils ont participé, ils ont collecté des observations. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, peut-être que vous vous posez la question de, ben, OK, ils ont collecté des observations, mais où elles sont ces observations? Et c'est ce que je vous représente ici. Donc là, c'est la grande zone d'étude avec la localisation des observations qui ont été collectées, avec des couleurs qui varient en fonction de l'année à laquelle les observations ont été collectées. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des observations qui ont été collectées dans la plupart des vignobles dont je vous parlais tout à l'heure, à la fois le Roussillon, le Languedoc, les Côtes-du-Rhône, la Provence. Voilà, donc des observations collectées sur la plupart de ces vignobles dans la grande région. C'est-à-dire que ça répond à des questions euh, pour les viticulteurs et pour les conseillers sur l'ensemble de ces vignobles. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une densité d'observation qui est plus forte sur le sud de notre zone d'étude. Ça tombe bien, c'est l'endroit où il y a aussi le plus de vignes. Donc, c'est une bonne chose. C'est aussi l'endroit où il y a une contrainte hydrique qui est la plus forte. Et donc, le fait qu'il y ait une contrainte hydrique forte semble aussi être un moteur de contribution pour les participants. Et puis, ce qui me paraît aussi intéressant d'identifier, c'est que localement, on a des densités d'observation qui sont plus fortes. Donc, je vous ai représenté deux exemples. Ici, un premier exemple dans la région de Bandol. On voit des observations. Donc, j'ai représenté deux zones d'appellation, Bandol en orange et Côte-de-Provence en rose. Et on observe que, alors qu'on est dans des contextes pédoclimatiques qui sont assez proches, beaucoup d'observations ont été collectées en Bandol et quasiment aucune observation en Côte-de-Provence. L'hypothèse qu'on fait pour expliquer ça, c'est que il y a certainement eu une animation de la part du syndicat, soit pour que les techniciens du syndicat collectent eux-mêmes les observations, soit parce qu'ils ont, au travers de leurs animations, de leurs présentations, convaincu les viticulteurs de collecter des observations. Et c'est ce qui se passe sur l'exemple suivant, qui est un exemple que je connais un petit peu mieux, puisque je suis impliqué avec le syndicat de Gigondas. Là, c'est Gigondas qu'on voit ici, sur lesquels donc il n'y a aucun point en jaune, en vert et en gris, c'est-à-dire qu'il y avait dans cette région aucune observation qui avait été collectée avant 2023. Et en 2023, il y a un projet, une volonté de cartographier le vignoble et suivre l'état hydrique à l'échelle du vignoble avec une densité forte d'observation. Et c'est cette animation, cette énergie qui a été mise qui a permis de collecter un nombre important d'observations. Voilà, donc, une densité d'observations qui dépend aussi de la dynamique locale des acteurs sur les petits territoires. Donc, finalement, la question qu'on se pose, une fois qu'on a vu où étaient collectées les observations, on a envie de se dire, bah, OK, mais on aimerait pouvoir voir une carte de la contrainte hydrique à l'échelle régionale. Donc, c'est ce qu'on a essayé de voir, c'est ce qu'on a étudié sur est-ce qu'il est possible, est-ce que ça fait du sens enfin, de produire une carte à l'échelle régionale de l'état hydrique. Donc, pour ça, on a choisi une semaine. C'est-à-dire qu'on a considéré que toutes les observations qui étaient collectées sur la même semaine correspondaient au même pas de temps. Donc, la semaine que je vous représente ici, elle est en juillet 2020, mais on peut le faire sur l'ensemble des semaines, enfin sur toutes les semaines, à peu près entre le mois de juin et la mi-août, on a à peu près autant d'observations. Donc là, on a 250 observations qui ont été collectées. Et ce qu'on observe, alors ça vous parlera peut-être pas forcément, mais c'est un point important sur l'analyse de ces données, c'est qu'on observe que 82% de la variance, elle est organisée dans l'espace. Ce que ça veut dire que, pour faire très simple, ça veut dire ça veut dire que ça fait du sens d'essayer d'interpoler, donc de faire une carte à l'échelle régionale. Il est pertinent de le faire puisque l'information est organisée, structurée dans l'espace. Donc, comme ça faisait du sens, c'est ce qu'on a fait. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, c'est une carte interpolée avec une méthode d'interpolation assez simple de l'indice de croissance d'Apex, donc une carte interpolée à l'échelle régionale avec des valeurs qui varient entre 0,4 et 0,6. Ce qui me paraît intéressant sur une carte comme celle-là, c'est que ça met en évidence des régions sur lesquelles il y a des indices de croissance d'Apex qui sont différents à une même date.
Et donc, ça illustre aussi des dynamiques de croissance végétative différentes et donc potentiellement aussi des dynamiques de contraintes hydriques qui sont différentes en fonction des grandes régions qu'on a identifiées. Et puis là où c'est aussi intéressant, c'est que les motifs spatiaux qu'on observe correspondent aux motifs spatiaux qu'on observait dans les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure du bilan hydrique climatique. Donc, la conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est qu'à cette échelle, à la grande échelle régionale, et avec compte tenu de la quantité de données qu'on a collectées, c'est pertinent et ça fait du sens de produire une carte de l'indice de croissance d'Apex et ça nous renseigne sur l'état hydrique de la vigne et son évolution au cours de la saison à l'échelle régionale. Suite à ça, la question qu'on s'est posée, c'est OK, ça a marché à l'échelle de la grande région, est-ce qu'à l'échelle de la petite région, c'est aussi pertinent? Donc, on a fait la même chose, on a choisi la même semaine. Là, on a évidemment moins d'observations parce qu'on est sur une zone qui est plus petite. On a une 60aine d'observations qui ont été collectées sur cette semaine-là. Et on observe que 48% de la variance est organisée dans l'espace. Donc, ça veut dire qu'il y a une part, à peu près la moitié de la variance qui n'est pas organisée dans l'espace, mais ça reste pertinent de pouvoir produire une carte à partir d'une interpolation. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on obtient cette carte-là, donc à l'échelle de la zone des Côtes-du-Rhône et des Côtes-Tières de Nîmes. Ce qui me paraît intéressant dans cette carte, c'est qu'on est en mesure d'identifier des tendances. Alors là, on voit par exemple un gradient entre la zone nord-est qui a des indices de croissance d'Apex plus faibles, une contrainte hydrique qui, a priori, est plus forte que dans la zone sud-ouest, donc un gradient nord-est-sud-ouest. On observe quand même, et ça pose question, des différences qui sont significatives entre des observations qui sont relativement proches dans l'espace, mais qui ont des valeurs d'indice de croissance d'Apex qui sont très différentes. Et ça, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que c'est très certainement dû aux spécificités des parcelles étudiées, parce qu'elles ont des cépages qui sont différents, parce qu'elles ont des pratiques qui vont être différentes, une exposition qui va être différente et qui explique en fait ces différences locales. Et malheureusement, il est difficile d'aller plus loin dans l'interprétation à partir des données qu'on a collectées par crowdsourcing. Il est difficile d'aller plus loin. Et à cette échelle-là, on a besoin d'une densité d'observations qui sont plus importantes que celles qu'on a pu collecter dans ce cadre-là. Voilà ce que je voulais vous montrer, vous partager. Peut-être quelques conclusions sur ce que je vous ai montré. D'une part, sur la possibilité de collecter des observations collaboratives en viticulture. En gros, est-ce qu'il est possible de faire du crowdsourcing en viticulture? La réponse est oui. Et je pense que ce qu'on a montré, c'est que la motivation égoïste, elle est appropriée à notre contexte. C'est-à-dire que les viticulteurs, ils vont contribuer à un projet collaboratif parce qu'ils y ont un intérêt pour répondre à une question qui leur est propre à l'échelle de leur parcelle. Par contre, ce qu'on voit dans d'autres projets de crowdsourcing, c'est que les motivations qu'on appelle altruistes, c'est-à-dire je contribue au projet de collecte collaborative parce que j'ai le sentiment d'appartenir à un groupe, par exemple un groupe un GI2E par exemple, ou voilà, un collectif de viticulteurs, ou parce que j'ai envie d'aider les chercheurs ou mon syndicat à mieux connaître la dynamique locale. Ça, c'est des motivations qui sont altruistes. Et ça, clairement, c'est des leviers qui pourraient être activés et qui, en plus, ce qu'on observe sur d'autres projets, sont plus pérennes dans le temps, rendent les contributeurs plus fidèles à un projet de crowdsourcing. Par contre, je pense que ça mérite de se poser la question de comment est-ce qu'on va activer ces leviers de motivation altruiste. Clairement, ça ne va pas être les mêmes leviers d'activation si on raisonne à l'échelle d'une aire d'appellation ou à l'échelle de la région Occitanie, par exemple. Le sentiment d'appartenance et les acteurs ne vont pas être les mêmes. Et donc, il y a des vraies réflexions à avoir sur comment est-ce qu'on active ces leviers de motivation altruiste. Et donc, si vous envisagez de réfléchir aussi à l'échelle régionale, il y a une vraie question sur comment est-ce qu'on active ces leviers altruistes. Ensuite, sur des conclusions sur la capacité des observations collaboratives à décrire l'état hydrique de la vigne à l'échelle régionale. Ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que les observations collaboratives d'indices de croissance d'Apex, elles ont permis de caractériser les grandes tendances d'arrêt de croissance à l'échelle régionale, en tout cas à la grande échelle, et donc de nous informer sur
les dynamiques d'état hydrique à l'échelle régionale. Ça pose quand même la question, et on a d'ailleurs un travail de thèse qui va débuter là-dessus, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Ça pose des questions sur comment est-ce qu'on développe des approches qui permettent d'identifier des observations qui vont être aberrantes, qui ont été collectées, mais qui sont aberrantes, ou qui au contraire vont être surprenantes. Et là, il y a des travaux à explorer là-dessus, je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Et puis, je pense que, à mon avis, l'intérêt d'une source de données comme celle d'Apex Vigne, elle devient vraiment intéressante si on la met au regard des autres sources de données dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont disponibles à l'échelle régionale, en particulier la modélisation, en particulier la télédétection. Elles ont des caractéristiques, ces méthodes-là, ces approches-là, des caractéristiques qui sont assez complémentaires, et elles méritent d'être couplées. On a un travail de thèse à ce sujet-là, je vous en toucherai 2 mots juste après. Et je pense que c'est aussi intéressant de mettre au regard ces observations de crowdsourcing avec des observations qui sont faites sur des parcelles de référence. Beaucoup d'acteurs qui raisonnent à l'échelle régionale ont des parcelles de référence qui sont très instrumentées, et ça mérite de réfléchir à comment est-ce qu'on articule ces données de crowdsourcing avec des données plus précises, plus complètes sur des parcelles de référence. Voilà, je voulais vous donner aussi avant de repasser la parole, quelques perspectives du point de vue de la filière. Donc là, j'ai eu un regard très méditerranéo-centré. Je voulais aussi vous dire que l'application Apex Vigne, elle commence à être testée dans d'autres vignobles. J'ai notamment pu échanger avec des gens dans la région Nouvelle-Aquitaine, en Bordeaux, en Cognac. En Pays de la Loire, ils utilisent aussi pas mal l'application Apex Vigne voilà, un petit peu en Bourgogne, un tout petit peu en Champagne. Voilà. Donc, elle commence à être testée dans d'autres vignobles, un petit peu, mais de manière anecdotique à l'étranger aussi. J'ai fait une présentation de ces travaux à Bordeaux l'année dernière, enfin en début d'année 2023. Et donc, pour ça, je m'étais un peu intéressé à qui étaient les personnes qui utilisaient l'application Apex Vigne en région bordelaise. Et j'avais eu des entretiens avec un certain nombre d'utilisateurs de l'application Apex Vigne. Et pour essayer de comprendre pourquoi ils utilisaient l'application Apex Vigne, donc j'ai notamment échangé avec les personnes qui sont mentionnées là entre parenthèses. Et les principaux usages, en fait, c'est pour faire du suivi d'expérimentation. Donc, pour comparer différentes modalités, notamment pour faire des essais d'enherbement ou sur des essais sur couverture du sol. Voilà. Ce type d'expérimentation, et l'application Apex Vigne est utilisée pour caractériser les différentes modalités. Elles sont parfois utilisées, l'application est parfois utilisée en complément de parcelles de référence instrumentées. Je pense en particulier à des parcelles qui sont instrumentées avec un capteur de flux de sève de la société Fruition, qui donne une mesure en continu sur une parcelle de référence, et ensuite à l'échelle régionale, des observations collectées avec l'application Apex Vigne qui permettent d'avoir une compréhension spatiale plus large du phénomène par rapport à juste une observation ponctuelle avec le capteur de flux de sève. Alors, quand on est sur des vignobles qui ne sont pas des vignobles méditerranéens, une des premières questions qui arrive, c'est qu'est-ce qui se passe quand on rogne, parce qu'effectivement, le rognage a un impact, puisque juste après un rognage, on ne peut pas faire d'observation d'APEX. Nous, on estime avec l'IFV que environ 1 semaine ou 10 jours après un rognage, on peut de nouveau faire une observation avec la méthode des APEX, avec l'application Apex Vigne, et que cette croissance végétative, même si elle est sur les rameaux secondaires, renseigne quand même sur l'état hydrique de la vigne. Dans certains contextes, ne pouvoir mesurer que 10 jours après un rognage peut poser problème s'il y a des rognages qui sont vraiment très fréquents. C'est le cas par exemple à Bordeaux. Voilà, et puis je voulais aussi dire que finalement, pour envisager ce que je vous ai présenté à l'échelle du vignoble méditerranéen dans d'autres contextes, clairement, ce qui fait la différence, c'est les dynamiques collectives qui sont construites, qui sont mises en place localement. Et je voudrais mentionner notamment Jean-Christophe Payan de l'IFV, qui, je pense, est un des artisans principaux du succès de ce projet, parce qu'il a sillonné l'arc méditerranéen pour parler de l'application Apex Vigne, pour parler de contraintes hydriques, mais pour parler de l'application Apex Vigne. Et c'est parce que
il en parle, que des gens lui font confiance et que des gens utilisent l'application. Donc, pour envisager un transfert à d'autres contextes, des personnes comme Jean-Christophe sont particulièrement importantes à mon sens. Voilà, d'un point de vue technologique, je vais passer très rapidement là-dessus, mais voilà, je vous l'ai dit, on a eu on a des soucis techniques avec l'application iOS. Donc, cette année-là, on a fait le choix de ne plus développer l'application en interne, mais de la sous-traiter à une société qui s'appelle Eneo. Pour des raisons techniques, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas on est capable de développer une application. C'est beaucoup plus compliqué pour nous d'entretenir une application. Pour des raisons techniques, si ça vous intéresse, on peut en discuter. On est aussi en train de développer une application dans le cadre d'un projet avec les vignerons le syndicat de Gigondas dont je vous parlais tout à l'heure, la chambre d'agriculture du Vaucluse aussi et le syndicat des vignerons de Côtes-du-Rhône. On est en train de développer une plateforme web qui devrait permettre de mettre à disposition finalement les cartes que je vous ai produites, que je vous ai montrées ici. Aujourd'hui, elles ne sont pas visibles pour les utilisateurs d'ApexVine. Aujourd'hui, les utilisateurs d'ApexVine, ils collectent les observations, ils voient que leurs observations sur leur smartphone. On est en train de développer une plateforme web pour mettre à disposition cette information que je viens de vous présenter à l'échelle régionale, voilà, pour mieux comprendre l'état hydrique à l'échelle régionale et aussi, à mon avis, renforcer les leviers de motivation altruiste, puisque si je vois la carte et que je me dis que je contribue à cette carte-là, ça fait plus de sens, ça fait plus de sens pour moi. Donc, on est en train de développer ça. Et l'ingénieur qui travaille là-dessus, c'est Aurélien qui est en photo juste ici. Voilà, et puis, un point de vue, les quelques perspectives du point de vue de la recherche. On a actuellement une thèse qui est menée par Yulin Zhang, où l'idée de cette thèse, c'est on se dit, OK, on a des observations d'indices de croissance d'Apex. Est-ce qu'on pourrait essayer d'estimer des caractéristiques du sol? Alors ici, la réserve utile du sol, à partir de ces observations d'Apex, en faisant, si ça vous intéresse, on peut rentrer dans le détail, mais en faisant de l'inversion de modèle de bilan hydrique, c'est-à-dire en partant de l'indice de croissance d'Apex, en estimant le potentiel de base correspondant, en estimant la FTSW correspondante, en inversant un modèle de bilan hydrique, donc en alimentant ça avec des données météo, pour estimer une réserve utile. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'on pourrait utiliser ces observations d'indice de croissance d'Apex pour produire une carte à l'échelle régionale de la réserve utile du sol. Si ça vous intéresse, je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail, je passe vite là-dessus. Et puis, on a une thèse qui devrait débuter, si tout se passe bien, en 2024 aussi, sur l'enjeu que j'évoquais tout à l'heure, sur comment est-ce qu'on fait pour identifier des observations qui sont surprenantes dans les jeux de données de crowdsourcing, parce que ces observations surprenantes, elles peuvent être soit des données aberrantes à éliminer, soit au contraire des observations vraiment intéressantes, parce que c'est un vignoble qui va mieux résister que ses voisins à la sécheresse. Et donc, au contraire, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe sur ce vignoble-là. Peut-être qu'il y a des conditions, des pratiques qui sont favorables à la résistance à la sécheresse. Voilà. Et donc, on envisage de travailler sur des méthodes d'identification de ces observations. C'est une thèse plutôt statistique. Voilà. Et puis, avant de rendre la parole définitivement, en tout cas de passer à la phase de questions, je voulais simplement juste citer mes collègues, puisque donc, je l'ai évoqué, moi je travaille dans une équipe qui s'appelle l'équipe agrotique, qui forme des ingénieurs agronomes avec une double compétence, numérique et agriculture. Et puis on a un certain nombre de projets, notamment le MAS numérique, où on étudie le numérique pour la viticulture, et on étudie sur une exploitation agricole réelle les questions de numérique en viticulture. On a aussi une chaire agrotique sur lesquelles on réfléchit aux questions du numérique en agriculture de manière globale, avec une trentaine d'entreprises, une trentaine d'entreprises membres. Et puis notre unité de recherche dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle l'UMR-ITAP, qui travaille aussi sur ces questions de numérique en agriculture au sens large. Et puis, si ces questions de numérique en agriculture vous intéressent, sachez qu'on a une unité de transfert qui s'appelle Agrotic Service, qui permet de travailler conjointement avec des entreprises sous forme de prestations. Juste une info, on a dans le cadre du MAS numérique un outil qui s'appelle le Mobilab, c'est le camion que vous voyez ici. L'idée de ce Mobilab, c'est de se déplacer sur des salons, sur des exploitations agricoles,
pour faire des démonstrations de l'utilisation des outils numériques, en particulier des capteurs, pour la viticulture, pour l'agriculture au sens large. Et donc, ils se déplacent sur l'ensemble de la région Occitanie. On peut aussi imaginer des animations à l'échelle de la France. Je voulais vous dire, enfin, je voulais en parler parce que c'est d'actualité pour nous. On inaugurera ce, ce Mobilab le 29 novembre 2023 dans le cadre du CITEVI. Alors, ça ne se passera pas au CITEVI, ça se passera juste à côté, au domaine du chapitre à Villeneuve-les-Maglones, donc à 18 h le 29 novembre. Voilà, j'en ai fini. Je tiens à remercier les contributeurs du projet parce que voilà, c'est eux qui prennent leur smartphone, c'est eux qui vont faire des observations sur le terrain et qui nous permettent de faire les travaux de recherche que je vous ai présentés. Voilà, merci à tous pour votre attention.